Bonjour et bienvenue pour cette deuxième rencontre de notre journée très engagée. Une journée qui est organisée par le collectif 1310 depuis 2018 en fait. Ce collectif a été fondé pour rendre plus visible, donner la parole et chercher à mieux accompagner les patients touchés par un cancer du sein métastatique. Alors le collectif 1310, il a été créé par plusieurs associations. Donc au tout départ, Europa Donna, Life is Rose, Juris Santé et Mon Réseau Cancer du Sein. Et très rapidement, on a été rejoint par Étincelle, Vivre comme avant, le collectif Triplet Rose et Ose. Et donc toutes ensemble, ces associations, avec leurs différents engagements tout au long de l'année, participent finalement à accompagner les patientes et patients touchés par un cancer du sein métastatique. Alors cet après-midi, on voulait, se concentrer sur le fait que la vie est bousculée par la maladie métastatique. Et on va avoir trois temps. Un premier temps qui est dédié finalement aux premiers symptômes qui, ressorti par les patientes comme étant une vraie gêne au quotidien, c'est la fatigue. Donc Thierry Calva, qui est le président de Juris Santé, va nous présenter quelques résultats d'une enquête, et le docteur Di Meglio, qui est oncologue et médecin-chercheur du programme Survivorship de Gustave Roussy, nous donnera son éclairage. Ensuite, Nathalie Savario, qui est donc la présidente de Life is Rose, nous parlera d'une innovation. L'engagement de Life is Rose, c'est de lutter contre la précarisation liée au cancer, et Nathalie va nous présenter la nouvelle solution Prisca. Et dans un troisième temps, nous avons la chance d'avoir Florence Cologne, qui est coach professionnel pour Juris Santé, et qui va nous proposer un atelier d'acceptation au changement de vie, donc nous donner des pistes concrètes pour faire face à cette vie, bousculée par le diagnostic. Donc bienvenue à toutes et tous. Je vous rappelle que dans l'onglet de chat, vous pouvez échanger, partager, nous dire de quelle région vous êtes, etc. Et puis dans l'onglet questions, vous pourrez poser vos questions. On fera 3 temps d'échange après chacune de ces moments de cet après-midi. Et donc, je donne tout de suite la parole à Thierry Calva pour vous présenter les résultats de son enquête, de cette enquête fatigue. Oui, bonjour à toutes et possiblement à tous. Alors ça n'est pas mon enquête, c'est une enquête qui a été menée au sein du collectif et qui est une étude qui a été réalisée avec à la fois le collectif. Vous avez les Lyon de Tataouine, ça a été aussi en lien avec l'AFSOS et Europa Donna, qui fait aussi partie du collectif, mais qui avait une place plus particulière, afin de mieux comprendre le vécu, la prise en charge de la fatigue chez les patientes atteintes d'un cancer métastatique. Et elle a été lancée à l'initiative et financée par les laboratoires Daiichi Sankyo et AstraZeneca. De façon extrêmement simple, je vais essayer d'aller vite parce que les résultats que je vous livre là sont vraiment des résultats en avant-première, donc sans traitement statistique extrêmement abouti, mais on tenait absolument à pouvoir vous tenir informés. Peut-être que certaines d'entre vous d'ailleurs ont répondu, on tenait absolument à vous tenir informés quasiment heure par heure de ces résultats qui ont porté sur 132 patientes qui ont été interrogées assez longuement. Le questionnaire était un peu long, je crois qu'il y avait 25 minutes de temps d'administration, ainsi que 43 oncologues qui ont répondu, mais je ne vous présenterai pas aujourd'hui les oncologues, le versant des oncologues. Ça fera l'objet d'une communication ultérieure. L'idée de cette étude, et c'est assez important parce que ça peut aussi contribuer à faire avancer la reconnaissance du cancer du sein métastatique. Le but et l'ambition du comité scientifique qui a été réuni par Daiichi Sankyo et AstraZeneca est de faire une publication scientifique qui permettra d'aborder la question. Le profil des patientes, je vous présente juste un des éléments qui semble intéressant dans les données patientes. On a effectivement une évolution d'un cancer localisé à 58%, pas d'évolution de cancer localisé à 42%, c'est-à-dire qu'on a des patientes qui ont reçu qui ont eu une annonce, qui ont été diagnostiquées au moment qui ont reçu une annonce au moment du diagnostic et du premier diagnostic. Et donc quand on regarde ces données, en fonction des données qui sont aujourd'hui de données disponibles, on s'aperçoit que peu ou prou, on n'est finalement pas très loin des étiages classiques tels qu'on peut les connaître
en termes de population des patientes vivant avec un cancer du sein métastatique. Ce préalable étant posé, quelques chiffres clés, puis ensuite ça permettra au docteur Di Meglio de pouvoir aussi avancer. Ce que révèle l'étude, dans un premier temps, c'était d'identifier le vécu du parcours et derrière de pouvoir identifier le vécu de la fatigue. Quand on interroge les patientes sur une note de 0 à 10, on leur demande de noter le parcours de soins qu'elles ont reçu au sens large, sans intégrer la question de la fatigue à ce stade, qu'elles ont reçu ou qu'elles reçoivent, certaines étant en cours de traitement, toutes sont en cours de traitement, on obtient une note qui est une note de 6,3 sur 10, ce qui est assez honorable, voire même assez positif, sachant que les cas qui sont les cas réellement de notation très mauvaise, qui sont compris entre 0,4 et 10, sont de l'ordre de 16%, ce qui veut dire qu'en fait le gros des patientes se situe, mais vous en avez une représentation qui est une représentation graphique, entre 5 et 8, qui correspondent aux 4 bâtons qui sont les 4 bâtons centraux. Donc une note, finalement, après vous pouvez réagir aussi en fonction de votre expérience, qui est une note plutôt bonne quant au parcours de soins dont elles sont l'objet au quotidien. Dans le cadre de ce parcours de soins, ont été interrogés les moments de fatigue et notamment les moments où il y avait une fatigue physique et les moments où il y avait une fatigue psychologique, les deux n'étant pas du même ressort. Et on s'aperçoit de plusieurs choses. La première, c'est que il y a une forme de combinaison, plus on avance finalement dans la maladie et dans le traitement, et plus vous avez une forme de combinaison entre fatigue physique et fatigue psychologique, puisque c'est la barre la plus bordeaux qu'il faut regarder, qui commence à 15% avant le diagnostic et termine à 76% pendant le traitement, et qui est en fait le combiné des deux fatigues que l'on ressent au fur et à mesure qu'on avance dans le traitement. À noter aussi que la dimension qui est la dimension psychologique est prégnante au moment de l'annonce du diagnostic, sans surprise, mais ça permet aujourd'hui de l'objectiver, et qu'elle est même assez importante, à un niveau qui est quasiment équivalent ou voire supérieur à celle de la fatigue physique au moment du diagnostic, ce qui finalement montre à bas bruit que la fatigue physique est souvent corrélée avec la fatigue psychologique, puisqu'on obtient un maximum de pourcentage et d'influence de la fatigue physique pendant le traitement, et il reste beaucoup plus faible que le fait qu'elle soit corrélée. Quel est l'impact, et ça aussi c'était la mesure qui était recherchée, quel est l'impact de la fatigue sur la vie quotidienne des patientes? Pour plus de la moitié des patientes, donc les fractions qui sont comprises entre 61% et 49%, on s'aperçoit que les principaux impacts portent sur des effets secondaires du traitement qui sont exacerbés, un manque pour 61% des patientes, un manque d'énergie assez certain et assuré pour 59% des patientes, un impact évident sur des activités professionnelles et domestiques pour l'ordre de 50% des patientes, et une altération du sommeil pour 49% des patientes. Et si on était un peu juste, on aurait pu éventuellement rajouter l'appréhension de la dégradation de son état physique et psychologique, qui obtient 46%. C'était même un peu plus rapide que je n'imaginais. Ensuite, le reste est effectivement des impacts réels, mais qui sont beaucoup plus éclatés. Donc on a vraiment un 4 majeur, voire un 5 majeur quant aux impacts de la fatigue sur les patientes. Je vois dans le chat, n'hésitez pas évidemment à poser vos questions. Ensuite, on a les dimensions qui sont impactées par la fatigue, les dimensions du bien-être. En fait, le comité scientifique qui a travaillé sur le sujet a souhaité identifier 4 types de bien-être: le bien-être physique, le bien-être émotionnel, le bien-être familial et le bien-être fonctionnel. Pour chacun de ces bien-être, on s'aperçoit que, notamment pour le bien-être physique et dans une moindre mesure pour le bien-être fonctionnel, on a un niveau d'impact de la fatigue extrêmement important, puisque sur le bien-être physique, on est à 95%, avec notamment sur les effets secondaires du traitement et le manque d'énergie, et sur le bien-être fonctionnel,
on a des impacts sur les activités et l'altération du sommeil. Donc c'est les deux aspects qui sont aujourd'hui, une fois qu'on a reclassé tous ces impacts en famille, les plus déterminants, c'est le bien-être physique et le bien-être fonctionnel, et dans une moindre mesure le bien-être émotionnel et le bien-être familial, l'ensemble se situant, comme vous pouvez le constater, au-dessus des 50%, ce qui signifie un impact très lourd et très dur. De fait, l'évocation de la fatigue auprès d'un professionnel de santé pendant une consultation est en fait le propre de 92% des patients qui ont répondu. Seuls 8% des patientes, pour des raisons qui sont en train d'être traitées, n'évoquent pas cette question auprès de leur professionnel de santé. Donc 92% des patients évoquent spontanément en consultation les symptômes de fatigue. Dès lors qu'il est évoqué, la question qui se pose tout de suite, c'est comment est-ce qu'on prend en charge cette fatigue? Et là, on a 79% des patients qui, lorsqu'on les interroge sur le rôle de l'oncologue dans la prise en charge de la fatigue, déclarent à 79%, et c'est assez logique et légitime, semble-t-il, que l'oncologue a un rôle à jouer dans la prise en charge de la fatigue. Mais ce qui est plus surprenant, peut-être, mais vous pourrez vous faire une idée et éventuellement vous en faire un retour, c'est que les médecins généralistes ainsi que les associations jouent un rôle qui est loin d'être négligeable, puisque le médecin généraliste pourrait être impliqué à 50% dans la prise en charge, ainsi que les associations, ce qui, d'une certaine façon, nous réjouit quant au rôle réellement actif que les associations peuvent jouer, notamment dans le fait qu'on peut soutenir, aider à accéder à des soins de support ou à des pratiques complémentaires alternatives. S'agissant de la proposition de soins de support par l'oncologue, aujourd'hui, parmi l'ensemble des patients qui ont été interrogés, 59% nous déclarent avoir pu bénéficier ou bénéficier actuellement ou ont pu bénéficier d'un soin de support. Parmi eux, le soin de support prioritaire et d'une certaine façon privilégié, c'est l'activité physique adaptée, donc 51% des soins de support auxquels on a eu accès, c'est l'activité physique adaptée, à laquelle on peut d'ailleurs ajouter l'exercice physique, ce qui aujourd'hui amène un horizon et un panorama de la façon dont la fatigue est prise en compte. Elle est prise en compte beaucoup sur ces aspects physiques, sachant qu'ils peuvent aussi avoir des impacts et des retentissements psychologiques. Ensuite, on a du massage, de la relaxation, de l'acupuncture, de l'accompagnement psychologique, mais sur des étiages qui sont bien plus réduits. Ensuite, souvenez-vous, on était à 6,3 sur 10 sur l'ensemble du parcours de soins. La question de la fatigue, qui apparaît comme étant un des premiers facteurs qui peut dégrader à la fois la prise en charge et la qualité de vie. Aujourd'hui, on a un niveau de satisfaction de la prise en charge de la fatigue qui n'est que de 27% de patientes qui se déclarent soit tout à fait, soit plutôt satisfaites de la façon dont leur fatigue est prise en charge. Et donc 73% qui sont insatisfaites, et j'en arrêterai là, comme ça on pourra éventuellement engager la discussion ou poursuivre. Pour les 27% des patientes qui se déclarent satisfaites, ce qu'elles mettent en avant, c'est le fait qu'elles ont été accompagnées par une association dans la pratique de soins de support, qu'elles se sentent écoutées, soutenues, accompagnées par les professionnels de santé et les équipes médicales, et puis dans une moindre mesure qu'elles sont finalement, par rapport aux besoins qu'elles expriment, une forme de satisfaction relative. Pour les 73% qui, elles, ne sont pas satisfaites, elles mettent en avant à 44% le fait qu'il n'y a pas de prise en charge de propositions de suivi quant à la dite fatigue, que finalement elles vivent ou elles subissent l'idée qu'il y aurait une forme de fatalité à l'effet secondaire et que finalement ça n'apparaît pas comme une priorité pour les professionnels de santé et que finalement la fatigue serait inhérente au traitement et il y aurait peu de choses à faire, donc à 33%, et ensuite on arrive avec d'autres items mais sur des étiages bien plus faibles, comme la recherche et la gestion qu'on doit faire toute seule, et on déplore par ailleurs
mais de façon significative, mais pas déterminante, le manque d'écoute du personnel médical. J'arrête ici parce que je pense que c'est sans doute intéressant de pouvoir avoir un retour peut-être du docteur Di Meglio sur ce sujet. Et déjà, des patientes, alors n'ayant pas encore le don d'ubiquité, je n'ai pas eu le temps d'avoir un œil sur les slides et un œil sur le chat. Alors, en fait, on peut déjà avoir une première remarque, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas eu du tout de mention de. Et évidemment, Catherine Addertal d'Étincelle, qui est très engagée puisqu'elle est, au-delà d'être présidente d'Étincelle, elle est oncopsychologue et sexologue. C'est assez étonnant que ce critère-là, en fait, de fatigue qui impacte la vie intime et sexuelle ne soit pas ressorti dans votre questionnaire. Est-ce qu'on le retrouvera dans le futur de l'analyse? On pourra peut-être le retrouver. Non, on pourra le retrouver, hein, mais il n'est pas ressorti comme un des critères. Là, moi, on a mis les critères qui apparaissaient comme réellement prioritaires. D'accord. Donc, oui, il doit y être, il doit y figurer, mais il n'est pas ressorti suffisamment significativement pour qu'il figure parmi les critères majeurs. Très bien. Écoute, on va effectivement passer la parole au docteur Di Meglio. Alors, on a beaucoup de chance parce que je ne savais pas qu'il y avait donc des oncologues chercheurs en survivorship. Donc déjà, vous allez nous expliquer votre métier et puis nous aider à avoir votre regard sur ces premiers résultats de cette enquête très intéressante. Moi, je serai obligé de vous laisser dans peu de temps. Merci Laure et merci à tous pour cette opportunité de commenter les résultats de cette étude. Et juste pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'un oncologue médecin chercheur fait dans le domaine de la survivorship? Là, on s'occupe vraiment à 360 degrés, pas que du traitement du cancer, mais aussi de la gestion des symptômes, de la qualité de vie, tout ce qui est soins de support qui sont autour du métier de l'oncologue. Donc, tout ce qui aide la profession à prendre en charge dans la globalité cette maladie assez complexe qui est le cancer. Donc, quand on parle de survivorship, on parle vraiment de toute la trajectoire de la maladie, de tout le spectrum, à partir du moment du diagnostic jusqu'à la fin de vie aux soins palliatifs. Donc, c'est vraiment une attention particulière à tous les éléments, tous les moments de la maladie et de sa prise en charge, avec un focus, avec une attention particulière aux patientes et le fait d'écouter la voix des patients dans nos études. Donc, la fatigue, par exemple, est un de ces symptômes qui est mieux rapporté directement par les patients par rapport à la description qu'un professionnel de santé peut faire du symptôme. Donc, on laisse la parole aux patientes et souvent on laisse remplir des questionnaires pour évaluer, pour grader cette fatigue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans les prochaines minutes quelques éléments de réflexion autour des résultats qui arrivent de cette étude quantitative. Donc je vais réagir, je vais rebondir sur certains des slides que peut-être on vient de voir. Donc déjà, je voudrais mettre en avant l'importance de considérer la fatigue comme un symptôme complexe et multidimensionnel. C'est-à-dire, on l'a vu, il y a déjà une composante physique et une composante psychologique ou émotionnelle de la fatigue, mais il y a aussi une composante cognitive. Et aujourd'hui, dans notre métier d'oncologue et de chercheur sur la fatigue, on essaie de comprendre cette multidimensionnalité et d'évaluer toutes ces dimensions de la fatigue. Donc, on parle de fatigue globale pour parler de fatigue en général, et après, on passe à une évaluation systématique de toutes les dimensions physiques, émotionnelles et cognitives de la fatigue. Normalement, c'est la fatigue physique qui a la plus grande corrélation avec la fatigue globale. Mais après, il y a aussi les composantes émotionnelles et cognitives qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, il faut vraiment savoir poser les bonnes questions pour les évaluer. Et comme on vient justement de dire, au fil du temps, lors des traitements pour un cancer métastatique, il y a vraiment de plus en plus une combinaison de toutes ces dimensions de la fatigue.
Après, j'aimerais bien réfléchir un moment sur l'impact de la fatigue. On a parlé d'impact global sur les effets secondaires du traitement, d'impact global sur la qualité de vie et la perception, le vécu de qualité de vie. Et en fait, la fatigue, elle arrive souvent en combinaison avec plusieurs autres symptômes. Donc, on parle de groupes de symptômes ou de clusters de symptômes. La fatigue s'accompagne souvent à des troubles cognitifs, à une anxiété, à une dépression, donc à une détresse émotionnelle, souvent à une douleur chronique, à des troubles du sommeil. Et tous ensemble, ces symptômes, les Anglais les appellent behavioral symptoms ou symptômes liés au comportement. Et ils sont aussi, on peut aussi agir, intervenir sur ces symptômes avec des interventions non pharmacologiques comportementales. Et de ça, on va parler dans quelques minutes. Donc, c'est très important de souligner l'importance des interventions non pharmacologiques pour la fatigue. Justement, l'activité physique, le support psychologique, l'acupuncture, les techniques de massage et relaxation sont sont des interventions qui sont efficaces, pour lesquelles on a mené des études cliniques qui nous ont amené à démontrer leur efficacité. Donc, il faut vraiment expliquer aux patients et souvent aux professionnels de santé qu'il y a ce type d'interventions qui sont efficaces et qu'il faut au maximum suggérer à nos patientes. Là, je vous montre quelques données de notre expérience de recherche clinique. Là, on a comparé l'utilisation, l'adhérence aux recommandations pour la fatigue entre les patientes qui rapportent une fatigue sévère versus les patientes qui ne rapportent pas ces symptômes comme sévères. Et je vous montre les données concernant l'activité physique. Et comme vous le voyez, il n'y a pas une grande différence entre les patientes qui n'ont pas de fatigue sévère par rapport aux patients qui rapportent une fatigue sévère concernant l'adhérence à l'activité physique. En fait, si on regarde les données concernant les patients qui ont une activité physique suffisamment élevée, c'est-à-dire qui font au moins 150 minutes d'activité par semaine, d'activité modérée ou 75 minutes d'activité vigoureuse, il y a moins de patientes qui adhèrent aux recommandations parmi les patientes avec une fatigue sévère. C'est-à-dire la fatigue est plutôt une limitation à participer, à adhérer aux recommandations sur l'activité physique qu'une vraie motivation à le faire. Si on regarde l'utilisation, l'adhérence aux autres types de soins de support, comme on peut le voir dans le diaporama, il y a en fait encore très peu de patientes qui adhèrent dans la vraie vie à ces interventions, notamment qui consultent un psychologue ou un psychiatre qui peuvent délivrer une thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, qui est l'une des stratégies qui sont suggérées, recommandées pour la fatigue. Environ 10% qui consultent un acupuncteur, une autre stratégie validée. Par contre, il y a à peu près la même proportion, environ 10%, entre 8 et 12% de patientes qui consultent un professionnel qui pratique la médecine alternative ou complémentaire, c'est-à-dire un naturopathe ou un homéopathe. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de données suffisamment fortes pour pouvoir suggérer ce type de pratique dans le cadre de la gestion de la fatigue. Malgré ça, la proportion d'utilisation, d'adhérence à ces pratiques est la même par rapport aux autres types d'interventions qui sont recommandées sur la base de données scientifiques solides. Après, une autre donnée qui ressort de l'enquête et qui n'était pas encore présentée, c'est que quand on demande aux patientes quelles sont les difficultés rencontrées par les professionnels de santé dans la gestion de la fatigue, 24% des patients nous disent que les médecins ne sont pas formés, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les solutions existantes pour gérer la fatigue. C'est pour ça que je voudrais mettre en avant le fait qu'il y a bien des recommandations internationales pour la fatigue. Ça, c'est juste un exemple. C'est les recommandations américaines du réseau NCCN, National Comprehensive Cancer Network, qui parlent exactement de ce qu'on vient de se dire.
Il y a des interventions pharmacologiques, elles ne sont pas vraiment déployées dans la pratique clinique, elles sont plutôt limitées à la fin de vie, à la phase palliative, mais il y a plusieurs interventions non pharmacologiques qui sont très importantes dans la gestion de ces symptômes. L'activité physique, c'est la première stratégie, la stratégie avec le niveau de prouve plus forte qui vient des études cliniques, le soutien psychologique, dont la thérapie cognitivo-comportementale, l'acupuncture, on en a parlé, et les interventions mind-body comme le yoga. Après, une étape très importante dans la gestion de la fatigue, c'est l'éducation thérapeutique. C'est de faire comprendre que le symptôme existe. Il ne faut pas trop normaliser le symptôme. C'est vrai que c'est normal, que c'est fréquent, que c'est prévalent dans les patients ayant un cancer métastatique ou même précoce, mais il faut vraiment donner des informations complètes concernant la gestion et peut-être la prévention des symptômes, afin qu'ils ne se détériorent pas au cours des traitements. À Gousabre aussi, nous avons mis en place des arbres décisionnels. Ils sont des vrais éléments pratico-pratiques pour les professionnels, pour les oncologues notamment, développés par le groupe de soins de support et pour tous les professionnels qui travaillent dans le domaine de la survivorship dans notre établissement. Donc il y a plusieurs acteurs qui ont participé à ces projets et c'était vraiment pour donner des indications pratiques. Qu'est-ce que le professionnel de santé, lors de la consultation, peut proposer aux patientes. Et pour exemple, pour la fatigue, comme vous le voyez, il y a vraiment des conseils très simples, mais avec des interventions, des stratégies qui sont soit disponibles dans notre établissement à Gousabre-Aussi, ou pour lesquelles il faut se renseigner dans les ressources qui sont disponibles en ville. Donc, où est-ce qu'on peut adresser les patientes ayant des besoins concernant leur fatigue. On a développé ça pas que pour la fatigue, mais aussi pour des autres symptômes qui sont très fréquents et impactants, notamment les troubles cognitifs, la détresse émotionnelle, la douleur, par exemple en prise d'une hormonothérapie, mais aussi les troubles de la santé sexuelle, les bouffes de chaleur. Donc c'est vraiment une guide pour nos professionnels de santé. Après, une autre chose que je remarque dans les résultats de l'enquête, c'est que 11% des patientes nous rapportent que la fatigue, c'est un symptôme difficile à mesurer, à quantifier, très subjectif, et donc même pour les professionnels de santé, ça pourra présenter une difficulté dans l'évaluation et dans la gestion. Là, on a vraiment des outils, comme les questionnaires, ça c'est juste un exemple, le questionnaire de l'EORTC, le questionnaire sur la qualité de vie C30, qui nous permettent d'évaluer la fatigue de façon plus objective et surtout standardisée. Donc, savoir poser les bonnes questions, c'est la première étape pour une bonne évaluation de la fatigue. Le questionnaire EORTC QLQ-C30, pour exemple, contient 3 questions très simples avec une échelle de réponse qui d'A 1 à 4. Et après, on fait une conversion sur une échelle de 0 à 100. Et lorsqu'on retrouve un score final de 40 ou supérieur à 40, on peut dire que la fatigue elle est intense, elle est sévère selon notre échelle d'évaluation. Il y a plusieurs de ces types d'outils. Il y a aussi des outils pour les différentes dimensions de la fatigue de lesquelles on a parlé au début de la présentation, la fatigue physique, cognitive et émotionnelle. Tous ces types d'outils sont validés. Et donc, on peut proposer n'importe quel type d'outil, au moins qu'il soit standardisé, qu'il soit validé. Dernière chose, une barrière très grande, très fréquente, c'est la manque de temps pour les professionnels qui sont souvent débordés pendant leur consultation, donc difficulté à prendre en charge la fatigue et les autres symptômes liés au traitement, liés au cancer. Donc, je voudrais mettre en avant l'importance des stratégies, des nouvelles technologies, du digital, qui peut nous aider dans ce type de gestion des symptômes. À Gousabre aussi, mais aussi dans plusieurs centres en France et en Belgique, Gousabre aussi a déployé cet outil digital développé avec la boîte Résilience qui permet une collecte hebdomadaire
des patient-reported outcomes, des symptômes rapportés directement par les patients, de façon digitale. Les données sont recueillies dans une application dans le portable des patients, et toutes les fois qu'il y a une dégradation, une détérioration importante des symptômes, il y a une alerte qui est déclenchée, une notification, et une infirmière qui est prévenue. Et donc, on peut agir de deux façons différentes. La première, c'est donner aux patients des matériaux d'autogestion pour l'autonomisation, pour l'éducation thérapeutique. Et de l'autre côté, si besoin, l'équipe médicale peut agir de façon proactive en revenant vers le patient, en l'appelant, en mettant en place des stratégies pour la gestion. Pas que pour la fatigue, c'est pour tous les symptômes qui sont capturés par l'outil IPRO-CTCAE. C'est un de ces outils standardisés qu'on peut utiliser dans la recherche clinique, mais aussi implémentés dans la pratique clinique au quotidien. Et il y a un taux très élevé d'adhérence au remplissage de ces questionnaires, une amélioration presque universelle des symptômes dans les 2 semaines qui suivent l'alerte qui se déclenche, et aussi une satisfaction très élevée démontrée par des études qualitatives, soit parmi les patients et parmi les professionnels de santé. Donc, ces systèmes, pour le moment, déployés dans plusieurs types de cancers, pas que dans les cancers du sang, dans plusieurs types de contextes de maladies, dans le contexte précoce et aussi dans le contexte métastatique, nous a montré que ça peut aider une meilleure gestion du temps des médecins, meilleure gestion du temps de l'infirmière et de tous les acteurs qui sont autour de la prise en charge de la maladie, et amener finalement à une gestion meilleure, proactive des symptômes, dont la fatigue. Donc ça, c'est un peu notre programme et comment réagir à ces besoins qui ont été détectés dans cette étude quantitative que je trouve vraiment important et informatif. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions aussi et de remarques dans le fil des patients. Je vais vous laisser répondre parce que vous êtes finalement, vous avez cette capacité en tant que médecin et aussi très impliqué dans ce survivorship d'accompagner les patientes globalement. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas, on se saucissonne pas tellement en fait nous dans la vraie vie. On a aussi, typiquement là, on instaure un nouveau traitement pour la maladie métastatique et souvent les premières semaines sont compliquées avec des effets indésirables qui peuvent être différents en fonction des molécules, mais qui sont bien là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui sont peu accompagnés sur, on va dire, des effets indésirables plutôt physiques liés au traitement. Et ça engendre aussi une part de fatigue qui va s'additionner aux différentes fatigues qui ont été présentées. Alors, les outils digitaux sont très intéressants pour, il me semble, capter finalement ce qui se passe. Il y a des expérimentations en cours, on en a parlé là l'autre jour si vous écoutiez notre précédente webconférence qu'on a faite dans le cadre d'Octobre Rose, cette idée en remontant ce qui se passe, de pouvoir informer plus vite les équipes de soins et donc de prendre en charge les symptômes qui participent à cette fatigue. Donc typiquement, vous dans votre expérience, est-ce que vraiment vous avez aussi ce suivi symptomatique, mais aussi sur les autres composantes de qualité de vie qui vous permet de mieux repérer les besoins de la personne dans le temps? Parce que l'autre chose qu'on avait entendu nous sur notre groupe et les cafés, les méta qu'on fait une fois par mois sur le réseau, c'est que les besoins des patientes en situation métastatique, ils évoluent dans le temps. En fonction de si je suis au contraire dans une période de stabilité avec mon traitement, ça va être d'autres types de fatigue ou d'autres types de besoins. Est-ce que vous réussissez à capter ça? Est-ce que vous travaillez spécifiquement là-dessus sur ces parcours? Oui, merci pour cette question. Je la trouve très pertinente et en fait faire remonter le fait que le besoin change au cours de la maladie, au cours des traitements. En fait, c'est quelque chose on doit toujours se rappeler. Je fais toujours le parallèle entre la maladie dans le stade précoce, où il y a une phase de traitement active, après une fin de traitement.
Donc, on marque vraiment une phase de transition entre la maladie primaire et ses traitements primaires, donc la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, et après, le fait qu'on démarre une phase de surveillance. Donc, on est peut-être plus attentif à la rechute de la maladie par rapport à ses symptômes et on fait une évaluation des besoins initiales où on peut dire, OK, vous avez certaines options de stratégie de support, soit à l'hôpital, soit en ville. Dans la maladie métastatique, tout ça est beaucoup plus complexe parce que il y a des lignes de traitement, il y a des traitements qui changent tout le temps, il y a une phase d'adaptation à un nouveau traitement, il y a des toxicités aiguës, des toxicités plus à long terme, plus chroniques. Donc, il faut vraiment que le médecin adapte le suivi aux besoins des patients qui changent au fil du temps. Je pense que le digital peut nous aider parce qu'il permet une surveillance en continu, tous les jours, même par rapport à une évaluation ponctuelle qu'on peut faire lors de la consultation et qui risque de nous faire rater certaines dégradations, détériorations symptomatiques qui arrivent entre une consultation et la suivante. Donc, les outils digitaux, je pense, sont très importants. Il faut quand même faire cet exercice de démocratisation du digital pour aider tout le monde à bénéficier de ça et éviter de créer avec la digitalisation des barrières ultérieures. Il y a un problème de littératie dans le digital, d'accès, un problème de niveau socio-économique qui peuvent être différents parmi nos patients. Donc, il faut reconnaître tous ces, je voudrais pas parler de problèmes, mais en fait de difficultés, de barrières potentielles, et donc implémenter les choses. Pour des patients, il y aura forcément le besoin de venir à l'hôpital plus souvent pour être évalué. Il y aura besoin de quelques consultations d'un temps entre les consultations qui est plus rapproché. Pour certains d'autres, on pourra écarter les consultations et s'appuyer sur les outils digitaux. Donc, je trouve que la réponse est la personnalisation de ces parcours de soins. Alors, on va rester sur ce terme de personnalisation. On voit bien avec à la fois ces multidimensions et cette recherche de repérage. Alors, du coup, on n'a pas assez de temps pour prendre toutes les questions, mais il y a quand même beaucoup de questions, Nathalie, sur le fait qu'il y a quand même une réalité dans la prise en charge, j'allais dire hors médicaments, hors traitement, hors hôpital, de tous ces symptômes liés à la fatigue, notamment, c'est le coût. Et justement, là, toi, tu vas nous parler d'une autre réalité du cancer du sein métastatique, c'est une précarisation liée à la maladie et tout son impact. Et effectivement, c'est un énorme frein pour pouvoir accéder au soutien, à pourquoi pas aller voir un psychologue ou aller voir un acupuncteur. Tout ça, dans la vraie vie, il faut le payer et c'est pas toujours possible. Donc, merci docteur. Je passe tout de suite et rapidement, parce qu'on a pris un petit peu de retard, la parole à Nathalie Savario. Merci Nathalie de nous parler de ce sujet qui est quand même un peu tabou finalement et qui pour autant préoccupe beaucoup de patientes et de familles. Voilà, merci. Merci beaucoup Laure, merci beaucoup docteur, c'est une transition parfaite parce qu'au final on vient de parler du soin et là moi je vais embrayer tout de suite sur les fragilités sociétales dans la vraie vie parce qu'au final en effet les soins de support etc c'est un vrai sujet mais parfois l'accès il est limité pour des raisons purement financières et ça va être une vraie difficulté pour l'ensemble des patientes. Alors en effet dans le cancer du sein métastatique, le parcours sanitaire et social du patient va à peu près ressembler à cette image que j'aime beaucoup, qui est très représentatif, mais qui est un petit peu synonyme de ce que l'on vit quand l'on apprend que l'on a un cancer et qui va se démultiplier dans le cas du cancer métastatique parce que forcément les choses vont durer, vont s'accumuler. On le voit dans les questions qui défilent sur le chat, les problématiques de traitement, les changements, la fatigue induite, etc. et toutes les difficultés dont on vient de parler. Et en effet, il y a cette prise en charge, mais pour autant, il y a quand même la vraie vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire l'économie. On aimerait pouvoir se dire qu'on va se concentrer uniquement sur le traitement et les soins de support, mais il va falloir aussi continuer à assumer le quotidien. Alors, le constat chiffré, il est très inquiétant et très parlant parce qu'en fait,
on se rend compte justement que les difficultés financières pendant la prise en charge médicale sont très importantes. Une famille sur deux, parce qu'on ne peut pas juste parler de la patiente ni du patient, on va parler de la famille, de la cellule familiale, parce que forcément les difficultés ne vont pas être les mêmes. Et évidemment, une famille sur deux va connaître des difficultés financières au cours de cette prise en charge. Alors, elles vont être multiples et différentes. Donc, quand vous parlez tout à l'heure, docteur, de prise en charge personnalisée, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer la même situation d'une famille à l'autre de la même manière parce que c'est pas possible. Donc, et la grosse difficulté, et on le voit souvent, et c'est quelque chose qui devient dangereux pour la prise en charge médicale, c'est ce qu'on appelle la déprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de problématiques induites, qu'elles soient financières, sociales, professionnelles, effets secondaires, etc., qu'on se retrouve avec des femmes qui ne vont même plus prendre leur traitement ou qui vont le prendre à la marge parce que trop fatiguées, parce que plus possible de gérer les enfants, parce que tout un tas de problématiques. Alors, je vous parle même pas des discriminations, hein, je sais très bien, malheureusement, parce qu'on l'entend tous les jours à l'association sur les dossiers que nous recevons, depuis 10 ans bientôt, et ça c'est vrai que c'est des choses au XXIe siècle, on en est encore là, mais bon c'est ainsi, donc il faut continuer à en parler, il faut continuer à se mobiliser, continuer à essayer de faire évoluer les choses. Alors je dis bien essayer parce que si j'avais une baguette magique, j'adorerais, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc il faut qu'on continue à œuvrer tous ensemble, et le collectif fait partie de ces investissements associatifs qui sont vraiment très très importants pour nous. Donc alors le rejet au travail, les discriminations, on le sait, malheureusement, elles sont légion, et surtout dans les cancers métastatiques, parce que malheureusement, la prise en charge est au long cours, et donc il va falloir réussir à s'adapter, ce qui n'est pas le cas de toutes les situations malheureusement professionnelles. Donc tous ces accès sont malheureusement inégaux et vont avoir des conséquences sur la vie de tous les jours. Alors, chez Life, depuis bientôt 10 ans, pour que on soit très clair sur ce que nous faisons et que vous compreniez la démarche qui a été la nôtre par rapport à l'outil que je vais vous présenter, c'est qu'en fait, comme depuis 10 ans, on accompagne des familles et que on est au plus près de ces familles grâce aux liens que nous avons tissés avec les travailleurs sociaux, avec les soignants, avec les familles directement qui nous contactent, puisque en effet nous sommes basés dans le 64, mais nous accompagnons des familles dans toute la France parce que un mail, un courrier permet de nous envoyer des dossiers. Et aujourd'hui, quand vous voyez cette petite carte là de l'association qui représente la répartition du chiffre et de l'accompagnement des familles, vous vous rendez compte qu'en fait, on accompagne des familles partout. Et c'est assez simple finalement pour nous, c'est-à-dire que c'est facile de dire ça parce que on collecte des fonds depuis 10 ans et ces fonds, on les distribue tout au long de l'année lors de nos commissions que nous organisons chaque semaine. Et on s'est rendu compte au fil du temps, et c'est aussi pour ça que nous nous sommes investis dans le collectif 1310, que les cancers métastatiques étaient les laissés pour compte. C'est-à-dire que ça devient très très compliqué à un moment donné, alors d'avoir accès aux soins de support, je le vois défiler depuis tout à l'heure, ça c'est un fait acquis, entre la crainte, entre les conséquences, entre « ah mais on peut pas », la méconnaissance, c'est une vraie difficulté, mais pas que. Les conséquences sur le travail, les conséquences sur la vie de famille, etc. Les diagnostics, on a beaucoup discuté avec Laure et avec le docteur Quenel-Thueux, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais avec qui j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, sur l'annonce d'un cancer métastatique. Quand c'est une deuxième annonce, souvent, on a vu des situations dramatiques où en fait, on se dit, bon, ben c'est bon, elle a déjà eu un cancer et tout va bien, elle va savoir comment gérer la situation. Ben pas du tout, en fait. Donc, toutes ces choses-là ont des conséquences graves sur la vie de tous les jours et on va dire très humblement chez Life, depuis 10 ans, on essaie de compenser un tout petit peu ces errances en venant aider les travailleurs sociaux, en venant appuyer les IPA, en venant appuyer les coordinateurs de parcours, en venant appuyer les soignants, en faisant des choses très simples sur la vie de tous les jours parce que moi je ne suis pas docteur. Et je ne suis pas chercheur non plus. En revanche, ayant eu 2 cancers, je sais très bien quelles sont les difficultés que l'on rencontre quand on est une maman, quand on est une femme, quand on est une sœur, quand on est une amie, quand on est un professionnel. Et toutes ces difficultés, souvent, on les met de côté. Il faut impérativement qu'on arrive d'abord à en parler et ensuite à trouver des solutions pour parfois les combler, mais tout au moins tenter de les éviter. Donc depuis 10 ans,
lorsque l'on aide des familles, comme vous pouvez le constater, on ne donne pas d'argent, on paye à la place d'eux, donc des loyers, des cartes prépayées pour aller faire ses courses, des factures, etc. On s'est rendu compte que pendant le parcours de soins, l'équilibre qui est représenté par cette petite image, il est indispensable. Il va y avoir l'annonce, en effet, il va y avoir les soins, il va y avoir les soins de support. Encore faut-il qu'on puisse y avoir accès. Donc déjà, il y a une petite brique de la première roue qui potentiellement va nous faire un petit peu pencher d'un côté, du mauvais côté, voire nous faire tomber. Et puis il y a la deuxième roue sans laquelle ça ne sert pas à grand chose de pédaler, la vie sociale, la famille et le travail. Et si tous ces facteurs, en fait, ne sont pas complet, quand on appuie sur la pédale avec le chargement de devant, avec le chargement de derrière, comme vous le voyez sur cette petite image, bien on sait très bien que garder l'équilibre va être extrêmement compliqué. Alors ce qu'on a fait chez Life, c'est que depuis 4 ans, on travaille au déploiement d'un outil numérique parce que je crois, et vous avez raison docteur, et j'en suis convaincue, et Laure en est une intime convaincue aussi avec le travail qu'elle fait depuis de nombreuses années, que le numérique va nous permettre de faire évoluer les choses plus rapidement, de dupliquer les accès, de permettre aux gens, je sais qu'on me parle toujours de fracture numérique, etc. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on s'arrête d'évoluer à cause de cette fracture numérique. Au contraire, il faut qu'on évolue pour permettre de combler ces fractures numériques. Et pour le permettre, il faut réfléchir à des outils innovants. Et l'outil que je vais vous présenter par la petite vidéo qui va suivre, c'est un outil que l'on a volontairement travaillé de façon très simple. On s'est dit, ok, c'est super. Life, depuis 10 ans, accompagne des familles. On distribue des sous que l'on collecte très difficilement parce que, vous le savez comme nous tous, c'est que c'est dur d'être une association, c'est dur d'être bénévole, c'est dur d'aller chercher des sous, mais on le fait parce qu'on y croit. Et moi, je me dis toujours, c'est pas possible qu'on continue à aider autant de familles dans toute la France. Il faut impérativement que nous continuons. Je ne suis pas dans une ville en particulier, Passao. On est partout. Il suffit de nous envoyer un mail ou de nous envoyer un petit dossier. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut prévenir ces précarités, ces fragilités sociales, ces fragilités sociétales, parce que si on ne les prévient pas, en fait, on continue à creuser le fossé qui se creuse pendant la prise en charge. Et en fait, quand l'assistante sociale est consultée, quand nous, on nous contacte, c'est trop tard. C'est trop tard parce que le drame, il est déjà installé et qu'on ne peut plus faire marche arrière. Donc, l'idée, c'était d'une réelle prise en charge globale pour prévenir, anticiper et accompagner, confier des vrais outils à nos travailleurs sociaux qui en ont cruellement besoin, parce qu'ils travaillent pour beaucoup avec des tableurs Excel, ce qui est complètement hallucinant au XXIe siècle, et réaliser une véritable innovation au service de l'équité, pour justement permettre à tout à chacun de trouver l'information, bien sûr, du soin de support à proximité de chez soi, mais aussi de savoir vers qui je dois m'adresser, vers qui je peux me tourner pour avoir du soutien, de l'aide, ou tout au moins du conseil. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo rapide qui va être de suite présentée, qui est Friska. Comment améliorer la prise en charge du cancer et des maladies ALD? Friska est un dispositif connecté pour accompagner les patients, les familles et aidants, ainsi que les travailleurs sociaux. Cet outil digital est double avec une application pour les familles, les patients et les aidants, et une plateforme de gestion sociétale pour les travailleurs sociaux et intervenants de parcours, infirmières d'annonce, IPA, coordinateurs et coordinatrices. L'application offre 4 fonctionnalités majeures. Un scoring qui établit en 16 questions la situation de la famille. Appelé Priscore, cette donnée permet de déterminer l'urgence à agir pour les travailleurs sociaux et professionnels du parcours sociétal. Un lien automatisé avec les travailleurs sociaux pour faciliter les échanges et prévenir les fragilités sociétales. Une messagerie instantanée et sécurisée, un moteur de recherche puissant pour obtenir des ressources et des contenus ciblés. Quant à la plateforme pour les travailleurs sociaux, elle propose un véritable outil de gestion des familles, un agenda interactif, une messagerie sécurisée interne et externe, un outil interne de partage de bonnes pratiques et d'actualités et de la formation professionnelle en ligne. L'objectif, prévenir des fragilités sociétales et accompagner les patients sur les impacts que peut avoir la maladie sur leur quotidien. Ce projet est porté par l'association Life qui accompagne les familles touchées par un cancer en situation de fragilité et est développé avec l'agence digitale en santé Interaction Healthcare.
Donc PRISCA, comme vous pouvez le constater, c'est l'acronyme de prise en charge sociétale des cancers et des ALD. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut que nous arrêtions de travailler en silo, c'est-à-dire que ce qui est valable pour le cancer est tout à fait valable pour malheureusement d'autres pathologies, ce qui peut permettre aussi de diffuser l'information beaucoup plus rapidement. Et puis surtout, l'idée c'était de dire très rapidement, quand on apprend qu'on a un cancer, que ce soit un cancer sans métastase ou un cancer métastatique, il faut impérativement que l'on soit capable d'abord de trouver de l'information pour ne pas avoir à prendre son bâton de pèlerin et chercher, parce que c'est loin d'être simple. Donc centraliser l'information est quelque chose de primordial qui n'a jamais encore été réellement fait, donc c'est l'objectif de PRISCA, qu'il recense et les associations, et les outils, supports, et les contenus ressources, quels qu'ils soient produits par les centres de traitement, qu'ils soient produits par les industriels, qu'ils soient produits par les associations, qu'ils soient produits tout simplement par des CERFA administratifs dont on va avoir besoin. Et l'objectif quand même prioritaire au-delà de ces contenus ressources, c'est bien sûr de créer du lien automatique avec les personnels qui vont accompagner le parcours d'un point de vue général. Parce que la vraie vie, parce que le quotidien, il est primordial. Quand on a un frigo vide, quand on ne sait pas si on va maintenir son logement, on n'a pas envie de se soigner. Donc, il est hyper important de pouvoir développer des outils comme PRISCA qui vont avoir, bien sûr, des besoins multipliés dans le temps. Hein. C'est un premier jet, c'est 4 ans de travail qui vont être mis en test dans plusieurs établissements de santé à partir de la fin du mois de novembre. J'espère que je croise les doigts pour que l'outil soit ouvert au grand public et l'application sera bien évidemment gratuite à partir de mai-juin 2024 si la phase de test se passe bien, parce que l'objectif, et tout à l'heure le docteur Di Meglio l'a dit, et je pense que c'est très important, l'objectif c'est aussi qu'il y ait de la littérature scientifique qui soit mise en œuvre sur des outils comme cela, parce qu'il faut qu'on arrive à prouver le besoin de ces outils. Il faut qu'une consultation avec un travailleur social soit peut-être à terme remboursée parce que c'est indispensable d'être correctement accompagné. Donc il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on continue d'œuvrer collectivement avec les autres associations, grâce notamment à des outils comme PRISCA, qui permettent de réfléchir, d'anticiper. Donc pour l'instant, ne cherchez pas PRISCA, vous ne pourrez pas le télécharger. L'idée, c'était de vous le présenter, que chacun puisse se dire « Ah ben tiens, c'est intéressant parce que oui, on pourrait peut-être d'abord nous envoyer un dossier si vous êtes en difficulté parce qu'on est là pour ça. » Donc vous nous trouverez sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez sur notre site internet et bien évidemment, l'idée c'est de pouvoir compulser le plus d'informations possible sur les 6 mois à venir en utilisant PRISCA, en collaboration avec les soignants, les travailleurs sociaux et un panel de patients testeurs, et de pouvoir l'ouvrir très rapidement au plus de monde possible pour que l'on puisse réaliser une réelle prise en charge globale des patients et des familles. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette dernière slide, Life a participé aussi, et notamment à l'écriture du droit à l'oubli, mais collabore avec de nombreuses associations présentes ici aujourd'hui, mais d'autres qui ne sont pas là, dont Laure a parlé tout à l'heure. Nous avons aussi collaboré et porté le projet Assurose, qui a permis la mise en place d'assurance emprunteur dans des cas de cancer du sein, y compris métastatique. Donc, rien n'est perdu. Il faut toujours se dire que de l'espoir, il y en a et qu'il y a des choses que l'on peut envisager et continuer à avancer. Mais la confiance et le soutien vous sont indispensables pour avancer. Vous savez que vous le trouvez dans nos associations au quotidien. Merci à tous. Merci beaucoup Nathalie. Alors du coup, tu as en partie répondu à pas mal de questions. C'était est-ce que PRISCA c'est sur toute la France, etc. Du coup, est-ce que par exemple vous mettrez sur votre site quand vous allez lancer les phases pilotes ou les régions pilotes que peut-être les personnes intéressées puissent est-ce que d'ailleurs les patientes même dans les phases tests pourront être un peu proactives ou est-ce que tu peux nous donner des indications parce qu'on pourrait les relayer sur nos autres associations, sur le collectif bien sûr, mais je pense que ça correspond vraiment à un besoin d'information très important. En effet, l'idée, c'est de mettre en test à partir de fin novembre dans 5 établissements de santé, du public et du privé, pour qu'on ne laisse personne sur le bas-côté, avec un panel de patients. Donc, bien évidemment, dès que ces testeurs seront déterminés et que les établissements auront validé la mise en œuvre qui est déjà quasiment acquise, on les dévoilera sur nos réseaux et sur nos sites, que bien sûr, on pourra partager facilement aussi sur le collectif, pour que des patients qui sont pris en charge dans ces établissements puissent
se proposer comme testeur. Et l'objectif, bien évidemment, c'est que Prisca, c'est pas la solution à tout, c'est pas l'assurance tout risque non plus. Donc l'idée, au contraire, c'est que tout le monde soit proactif et apporte petit à petit sa pierre à l'édifice, que ce soit des soignants, des patients ou d'autres associations. Et bien sûr, l'idée, c'est qu'à terme, tous les contenus ressources que vous avez pu voir identifiés assez simplement par des thèmes qui sont les grands thèmes du quotidien d'un patient, puissent être non pas de l'open source, mais que l'on puisse y collaborer et amender de l'information avec de la modération, bien évidemment, qui sera faite par le super admin, mais que l'on puisse dire, tiens, il y a telle association qui vient de se créer dans mon département, il n'y en avait pas jusqu'alors, et je vous diffuse l'information pour qu'elle puisse figurer dans Prisca. Bien au contraire. L'objectif, c'est que ce soit le plus exhaustif possible et que tout le monde puisse participer, bien évidemment, bien au contraire. Donc, dès que ce sera prêt à mise phase de test, on communiquera dessus, on vous le fera passer, bien sûr, pour que tout le monde puisse y participer. Et puis d'ici là, vous pouvez bien sûr nous envoyer des informations sur le site de l'association, sur notre boîte mail qui est contact@lifeisrose.fr, que nous trouvons très facilement sur le site ou sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez nous envoyer et de l'info associative ou autre qu'on ne connaîtrait pas, bien sûr, et ou de la documentation que vous voudriez voir apparaître dans Prisca. Et bien sûr, éventuellement télécharger un dossier si vous avez besoin d'un petit coup de main temporaire. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Alors Merci je vais maintenant avec un grand plaisir accueillir Florence Cologne. Florence va nous permettre en fait de vous proposer un atelier pour réfléchir finalement à tout ce qui est bousculé dans cette vie, dans notre vie par la maladie métastatique et trouver un peu des solutions pour voir les choses un petit peu autrement, en tout cas des ressources pour aller de l'avant. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu aussi le type d'accompagnement que vous faites et puis donc lancer votre atelier. On vous remercie beaucoup pour ce temps un peu différent qui va nous faire du bien. Exactement. Je trouve ça vraiment passionnant tout ce qui s'est dit. Il y a eu beaucoup de chiffres, beaucoup de données. Vous êtes tous très brillants, mais c'est vrai que je trouve ça super chouette qu'on ait pu intégrer dans l'après-midi un temps où on peut un petit peu plus se centrer sur chacune d'entre nous. Moi, je suis Florence, je suis coach. L'activité que j'ai au sein de Juris Santé, elle est complémentaire avec ce qui se fait du côté juridique, c'est-à-dire qu'il y a dans cette association un accueil pour toutes les questions autour du droit et de la santé. Parce que forcément, il y en a plein, avec le boulot, avec son manager, avec les gens qui respectent pas forcément vos droits. Et puis, il y a des droits qu'on ne connaît pas forcément. Donc, il y a un numéro de téléphone qui permet de téléphoner pour avoir des réponses très claires d'un point de vue juridique, qui peut aussi permettre d'accéder à un avocat. Et puis, il y a une autre partie de l'association qui est aussi, je crois, très complémentaire, puisque en faisant tous ces accompagnements juridiques, on s'est rendu compte que parfois, il y avait besoin de clarifier certains points, de se poser. Et il s'avère que parfois il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, il y a vraiment un champ à mettre en action. Et là, le coaching vient en réponse à ça. Donc moi, ce que je fais et ce qu'on fait, nous les coachs de Juris Santé, c'est qu'on accompagne sur du un petit peu plus long terme justement qu'une question juridique, sur les questions qui émergent grâce à l'appel d'entrée. Voilà. Est-ce que ça répond à peu près à la question ? Tout à fait. Du coup, ça fait 4 ans que j'accompagne des femmes qui ont un cancer du sein métastatique avec Juris Santé. Et ça m'a permis d'élaborer une boîte à outils pour accompagner un petit peu mieux toutes les transformations sociales, professionnelles, très personnelles qu'il peut y avoir. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être faire un atelier qui va porter un nom que j'entends souvent en accompagnement. Je me suis dit Damoclès, voilà, parce que je l'ai entendu très souvent. Je ne sais pas ce qui peut me tomber sur la tête. J'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, c'est injuste. On vous a pas demandé votre avis et pourtant, c'est l'état des lieux. C'est un moment dans lequel la vie, l'identité vacille. Le monde, la vision du monde, elle change. Et en sous-texte, en fait, de cette question Damoclès, il y a la question, quelle personne je peux être maintenant? Quelle personne je peux être? Quel patient méta je peux être? Est-ce que je vais être auteur? De quoi? Comment? Par rapport à tous ces changements qui sont permanents en plus. Et du coup, vous avez 3 heures. Voilà. Vous pouvez prendre un papier,
Un stylo? Non, je blague. Hein. Non, mais sans rire, il y a peut-être des patientes, des participantes aujourd'hui qui ont une vision assez claire de leur champ d'action, mais il s'avère que, comme on disait tout à l'heure, c'est souvent par vague, et il y a des moments où c'est plus ou moins clair. Donc ça, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, cet outil, finalement, il va servir à ça. Alors, j'ai normalement un petit premier point qui est de vous donner le plan de l'atelier. L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec un outil. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est un outil qui est issu des TCC, les fameuses TCC. Donc, on va démarrer en faisant un petit point sur le pouvoir des mots, découvrir l'outil. Comme ça, je vous explique un petit peu comment il fonctionne. Si vous êtes d'accord, ce serait super qu'on puisse le pratiquer, puisqu'on a dit que c'était un atelier, donc on contribue et on y va. Pour ça, moi, je vous conseille de prendre une feuille vierge et un stylo. Comme ça, on pourra vraiment le démarrer et l'expérimenter. Et puis voilà, à la fin, ce serait super que vous puissiez nous livrer votre temps d'après. Alors, je crois que j'avais mis les infos partagées, mais je vous en ai fait part au début. Après, il y a un slide où il y a le numéro de téléphone de la plateforme de Juris Santé, si ça peut être utile. Je ne sais pas si vous l'avez diffusé par ailleurs, mais en tout cas, voilà, il est là. Alors donc on s'est dit que le cancer méta, c'est avant tout la fin du monde d'avant. Enfin, c'est plus tout à fait le même. Il y a toute une partie que vous connaissez déjà, hein, la reprise des traitements, les changements de rythme. Il y a les arrêts des traitements aussi, que vous connaissez déjà. Et c'est un moment où on gère le brouillard mental. Parfois, ça convoque, j'ai vu passer dans le fil, et je crois que c'est très important, ça convoque parfois des émotions fortes, de la peur, de l'angoisse, etc. C'est lié aux différentes phases que vous allez traverser ou vous êtes en train de traverser, autant qu'à la phase de base de sidération de l'annonce, autant qu'aux traitements qui peuvent éventuellement provoquer du brouillard mental parce que ça peut impacter quand même fortement la concentration. Ça dépend vraiment du traitement et que vous avez. Et puis, il y a, à partir de ce moment-là, de l'annonce, à partir de tous ces changements qui s'imbriquent les uns dans les autres, il y a la nouvelle perception du monde qui dit ce que vous pouvez plus vivre, avec une phase de désenchantement. Ça s'appelle la phase de désenchantement. Je trouve que c'est quand même assez parlant. Il y a aussi ce que vous avez peur de ne pas arriver à vivre, de plus arriver à vivre comme avant. Ça peut être des questions sur votre carrière, dans votre famille, votre intimité. Et ça, on appelle ça la phase de désorientation. Et puis, dans ces phases de transformation, vous avez pu constater que vous aviez parfois pas tout à fait les mêmes ressources, que ce soit internes ou externes. On a beaucoup parlé des ressources externes tout à l'heure, mais parfois, on n'a plus non plus les mêmes ressources internes. Je sais pas, par exemple, vous pouvez vous mettre à crier sur les enfants alors que vous étiez quelqu'un qui criait pas sur les enfants. Je ne sais pas s'il y en a vraiment, s'ils existent ces gens-là, mais voilà, enfin, ou même l'inverse, quoi, ne plus arriver à leur répondre, pas arriver à parler avec quelqu'un avec qui vous auriez aimé parler de la situation, pas arriver à le faire, voilà. Du coup, il y a des ressources qui sont vraiment modifiées. Donc là, ce que je vous propose, sur le slide suivant, je vous ai mis une petite citation que je trouve intéressante de Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils en font. Alors, ça ne dit pas qu'on s'en fiche des choses qui arrivent. Non, pas du tout. Les choses qui arrivent, on est d'accord, il faut le prendre en compte. Mais ça dit par contre que ce qui compte, c'est comment on les évalue, comment on les perçoit, dans une certaine mesure, bien sûr. Mais il y a quand même cette dimension de comment est-ce qu'on les perçoit, comment est-ce qu'on se les raconte à soi-même, comment on les raconte aux autres. C'est ça, le trouble dont on parle. La chose en elle-même, elle a un impact qui est évident, mais il nous reste du pouvoir. Alors, après ça, qu'est-ce que je vous ai mis? Oui, je vous ai mis quelque chose que je trouve vraiment important. Moi, je me suis dit quand même, ça peut être intéressant de vous apporter un petit peu d'éléments que vous n'avez peut-être pas, ou peut-être pas tous, parce que je crois que plus on a d'éléments, plus on est éclairé et plus c'est facile d'agir. Donc, là, on a parlé un petit peu de comment est-ce qu'on perçoit le monde avec cette citation. Et on va parler aussi du pouvoir des mots. Le postulat initial, c'est que le langage de la pensée, il est différent de celui qui est utilisé pour communiquer. Donc Fodor, qui est un philosophe, il dit que le langage intérieur est universel. Ce sont des représentations qu'on se fait, ce sont des images qu'on a dans la tête. C'est pas un langage au sens dialecte.
où qu'on soit sur la planète, on a d'abord une représentation par l'image. Par exemple, si je vous partage mon exemple, ma représentation de la liberté, quand j'étais plus jeune, c'était d'être sur un cheval, toute seule dans la nature. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'était la mienne. Si on écoute Stanislas Dehaene, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un psychologue. Vous pouvez trouver, je ne sais pas si les slides pourront être envoyés pour les personnes qui veulent, parce qu'il y a des ressources sympas. Et voilà, vous découvrirez, c'est un psychologue qui a une chaire au Collège de France, et il explique que c'est lorsque la pensée est communiquée, qu'elle est extériorisée, qu'on choisit des mots, et que le pouvoir des mots s'exprime. C'est le moment où on va devoir partager, que le cerveau traduit les représentations en mots. D'ailleurs, il y a 3 types de langage. Il y a les mots, et je pense que ça parlera sans doute à certaines d'entre vous. Il y a les mots, il y a les mathématiques, et il y a la musique, qui sont 3 formes de langage qui nous permettent de transformer les représentations. Alors, je vous ai parlé de mon exemple, je le continue parce que je trouve que, moi, il me permet d'être un peu plus clair. Je vous ai raconté ma vision que j'avais de la liberté, et puis j'ai été amenée à en explorer un petit peu le sens que ça avait pour moi, et aussi comment je devais me sentir pour que ce soit réel, que je me sente libre. Et ça m'a permis de réaliser, en l'expliquant, que la liberté, pour moi, c'était aussi lié au concept de sécurité et de risque. Et en fait, le fait de le dire, ça m'a permis de modifier, d'affiner, de complexifier cette représentation que j'avais du concept de liberté. J'ai construit une nouvelle représentation, plus complexe. Ça a changé même ma façon de me mettre en action, parce qu'aujourd'hui, parfois, je monte avec une selle pour éprouver le sentiment de liberté sur mon cheval, et parfois sans, parce que j'aime bien aussi le sentiment de risque que ça m'apporte. Donc cette illustration, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ce qui sera intéressant pour vous, ce sera de réfléchir à comme ça des concepts qui peuvent se transformer au fil du temps, mais aussi parce que vous les mettez en mots. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous donner en mode descendant, qui peut être un peu relou, mais je vous assure qui est fondateur finalement de ce que j'ai pu voir en accompagnement. Et ça me permet de vous proposer qu'on passe à la ronde des mots. Je l'ai appelé comme ça aujourd'hui, je change de nom régulièrement avec mes outils. L'idée, c'est de tenter de clarifier en fait les pensées et les émotions. Et je redis, j'ai lu tout à l'heure dans le chat que les émotions, c'était un vrai sujet d'entrée. Il y a des personnes qui vont être plus capables d'aller explorer leurs émotions. Il y en a qui vont être plus capables de réfléchir à leurs pensées. Peu importe, cet outil-là, il permet de rentrer par les 2 portes. Il est basé clairement sur l'observation. L'observation et ensuite, finalement, quelque part, la reconstruction. Alors, qu'est-ce que j'ai mis juste après? Normalement, voilà, je vous ai mis un slide qui vous donne les 4 grandes étapes. Comment ça marche? L'idée, c'est d'observer, de décrire des faits. Parce que quand on décrit, on a une autre vision des exigences réelles de la situation. Ça permet de prendre de la distance. Ça permet de faire émerger des options par rapport à la situation qui s'est passée. Là, sur cette page, vous voyez, il y a 4 items. Il y a ce premier item qui est quelle est la situation qui s'est passée et qu'est-ce que ça a provoqué en cascade, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pensé, comment je me suis sentie et c'était quoi finalement les résultats que j'ai obtenus dans cette situation, c'était quoi finalement l'issue de la situation. C'est finalement un chemin d'observation que Aaron Beck, qui était psychiatre et professeur américain, je crois qu'il est mort en 21, d'une belle mort puisqu'il avait 100 ans, qui a développé des techniques de restructuration cognitive. C'est lui il a développé les thérapies cognitivo-comportementales. Donc ça, c'est quand même un élément rigolo par rapport à tout ce qui s'est dit avant, parce que ça veut dire que quelque part, on fait partie avec Juris Santé des 29% de soins de support qui sont pas beaucoup mobilisés, potentiellement parce que, comme vous le disiez, ils peuvent coûter des sous. Donc la première étape de l'outil, ce sur quoi vous allez pouvoir travailler, c'est ça. C'est un temps de déconstruction, d'observation d'une situation donnée. L'étape suivante, c'est finalement de reprendre cet exemple que vous aviez exploré juste avant et éventuellement de passer par un autre chemin, c'est-à-dire prendre la situation passée à rebours. C'est-à-dire quelle est la situation qui s'est passée, quel est le résultat que j'aurais préféré obtenir, qu'est-ce que j'aurais voulu obtenir, quelles sont les alternatives que je peux construire pour y arriver, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait favoriser
ce résultat? Quelles sont les émotions que je devrais ressentir? J'ai besoin de me sentir comment pour arriver à ce résultat? Et c'est aussi, pour me sentir comme ça, j'ai besoin de penser quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je pense de cette situation, de moi dans cette situation? Comment je pourrais l'aborder différemment? Et du coup, ça, forcément, ça convoque les ressources qu'on va pouvoir mobiliser pour arriver à faire cette modification. Donc il y a évidemment, là vous le voyez, interne et externe qui sont écrits, parce que si ça dépend de vous, du coup le champ d'action va être à définir, mais là vous êtes un auteur potentiel. Si ça dépend pas de vous, vous avez un impact, mais qui peut être indirect ou partiel. Et à ce moment-là, faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le résultat. Je tiens à dire que y a une chose qui se passe quand on utilise un outil comme ça pour la première fois, c'est que très souvent, quand on commence à se dire voilà la situation qui s'est passée, voilà ce que j'aimerais obtenir, mais finalement, tout à l'heure quand j'ai décrit, l'air de rien, tous les mécanismes que j'avais mis en place, ils m'ont été très utiles dans les situations d'avant. Et donc cette espèce de doute, c'est parce que quand tu opères un changement, quand même, tes mécanismes, ils prennent un peu le dessus et tu essayes de défendre tout ce que tu as fait avant, quoi. Il faut rester cohérent avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui s'accompagne, clairement, parce que sinon, c'est un outil qui sert à rien. C'est-à-dire que vraiment, c'est important d'arriver à prendre le temps de déconstruire. Oui, mais le résultat, il me convenait quand même pas. Ce que j'ai ressenti, c'était quand même pas OK. Voilà, je crois que c'était à peu près tout sur la partie hyper relou descendante, mais ça me paraissait important de vous donner les éléments, les 2 étapes sur lesquelles on peut bosser. Je vais ouvrir le chat parce que je ne l'ai pas ouvert pour pouvoir me concentrer sur ce que je voulais vous dire. Comme ça, je regarde vite fait. Est-ce que c'est OK, Laure? Fais regarder le chat, pas de problème. Juste pour voir si là... Mais en fait, je pense que les personnes partagent aussi dans les questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions tout à fait. On nous demande un peu un replay, mais il n'y a pas eu encore de questions spécifiques par rapport à votre intervention. N'hésitez pas du coup les unes et les autres si vous souhaitez mettre soit une question dans l'onglet questions, soit dans l'onglet chat. Et finalement, est-ce que vous pouvez du coup peut-être nous décrire dans la pratique ce travail, c'est comment il est proposé finalement? Est-ce que vous le proposez en groupe, en individuel, ou parfois on est aidé par dans une dynamique de groupe? Est-ce que parfois Alors, je ne sais pas si vous avez eu le parasitage de la grosse moto, mais en fait, il y a pour moi une efficacité à accompagner quelqu'un seul avec cet outil, peut-être même parfois sans le dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des fois où je n'ai pas du tout besoin de parler de l'outil en lui-même, et c'est la discussion qui permet de déconstruire et de reconstruire des alternatives, en fait, des options. Parfois, si, avec l'outil, on le fait ensemble, pas à pas, et on prend le temps en séance de faire une déconstruction complète sur un sujet. Ça peut être, et c'est ça qui est assez intéressant dans cet outil, ça peut être des toutes petites choses de comportement du genre, comme je disais, arrêter de crier sur mes gosses parce que c'est pas viable, ou ça peut être des choses beaucoup plus grandes. Des choses qui, c'est pas petit, hein, créer sur ses enfants, c'est pas ce que je veux dire, mais ça peut être des questions sur sa vie professionnelle, les axes qu'on va prendre ou qu'on va pas prendre, comment on se sent par rapport à tout ça, sachant qu'il y a souvent des gros freins qui sont effectivement ce dont Nathalie parlait tout à l'heure, liés à le fait qu'il faut bouffer. Et que du coup, ça, c'est un outil qui permet de se poser en prenant en compte les éléments de situation très concrets. Quel est le contexte dans lequel mon mal-être ou mon comportement s'ajuste difficilement. Et donc, voilà, en accompagnement individuel, on peut le faire comme ça, sans le dire ou en le disant. Ça prend plusieurs séances, dans tous les cas. Et on le fait aussi en groupe. Et en groupe, c'est hyper intéressant parce que cet outil-là, en visio, il marche très bien, et on le fait en construisant des mini-groupes. C'est-à-dire on peut prendre un groupe un peu grand, de 10-15 personnes, puis après, on fait travailler en sous-groupe les personnes pour qu'elles puissent justement aborder les questions, faire des échanges aussi de pratiques, apporter des alternatives auxquelles vous n'aviez pas pensé.
parce que du coup, crier sur ses enfants, il y a des gens qui le gèrent de différentes façons, et des fois pas du tout de façon dont vous pourriez l'avoir pensé pour vous-même. Et donc dans les groupes, je trouve, moi je l'ai utilisé en groupe et je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est pareil, il faut prendre le temps, on peut pas faire ça sur un grand groupe avec un atelier d'1 heure. En revanche, ça fonctionne très bien. Il faut vraiment ces 2 temps-là. Ce premier temps où on se pose sur une situation qu'on aimerait bien ne pas avoir à revivre, ou en tout cas qu'on aimerait vivre différemment. Et ce deuxième temps qui vise à construire un autre possible, sachant que je suis particulièrement consciente de l'ensemble des contraintes qui s'exercent, et que donc ça veut dire qu'il faut l'explorer finement en prenant le temps de le faire. Je sais qu'on n'aura pas le temps du coup d'aller sur la suite des outils, mais juste pour vous le dire, j'avais abordé au départ, alors attendez, peut-être on peut remettre vite fait le slide, juste pour que je vous mette les questions d'entrée pour pouvoir démarrer. Voilà, merci. Voilà, on a des questions d'entrée qui aident à démarrer sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé récemment qui m'a pas plu et que j'aurais vraiment aimé vivre autrement? Ou bien passer par les comportements quotidiens. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles je voudrais réagir autrement? Donc ça, c'est des questions de démarrage. Et ce que je voulais vous montrer ensuite, c'était que ça se décompose assez facilement avec des séries de questions. Et donc, pour les personnes intéressées, vous aurez ces slides avec des séries de questions qui aident vraiment à se poser sur ces choses-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas facile. Par conséquent, n'hésitez pas à nous contacter chez Juriste Santé pour qu'on parle de tout ça et qu'on échange sur les choses que vous aimeriez pouvoir influencer autrement dans votre vie. Voilà. Parce que je crois qu'on était très en retard, donc je veux pas plomber le truc. Alors, on a encore 8 minutes, donc en fonction des questions ou l'envie de passer quelques messages ou autres, n'hésitez pas, je pense que c'est important. C'est vrai que dans un atelier comme aujourd'hui, on ne peut pas répondre à toutes les questions, on ne peut pas vivre les choses de la même façon que si on participe. Je crois que c'est aussi ça, c'est inviter les personnes à venir découvrir les ateliers, les accompagnements que vous faites. Alors dans les propositions, je dirais des différentes associations, je pense qu'il faut noter aussi qu'on a l'association Vivre comme avant qui fait un accueil téléphonique dédié aux personnes qui ont un cancer du sein métastatique. Pour certaines, j'ai envoyé un mail ou être sur mon réseau cancer du sein ou contacter ou rencontrer, ça va trop vite. Par contre, parler au téléphone, c'est la première chose qu'on a envie de faire pour certaines. Et donc, on va remettre dans le chat, je pense que j'avais mis, Oriane, c'est le lien direct avec les numéros de téléphone. Voilà, vous les avez qui apparaissent ici. Donc, c'est l'association Vivre comme avant qui accompagne les femmes, notamment au moment des chirurgies à l'hôpital, mais qui ont donc développé cette ligne téléphonique au moment du confinement, des confinements de l'épidémie Covid. Prochainement, il y a l'association Europadonna qui, en fait, est une des associations qui propose de façon unique, en fait, dans le cancer du sein, un colloque annuel. Ce colloque, il a lieu au mois de novembre et il est donc on peut s'inscrire pour y venir sur place, mais on peut aussi le suivre donc à distance. C'est intéressant parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions aussi sur les innovations thérapeutiques ou l'accompagnement en général, donc vous pourrez peut-être retrouver des informations qui peuvent vous intéresser. Là, je vous ai mis aussi par rapport à ces problématiques de mieux comprendre les maladies, mieux comprendre les accès. Donc le collectif Triplet, lui, donc est vraiment dédié à mieux faire connaître les cancers du sein triple négatif et également s'engage énormément sur les accès aux innovations et l'accès à la recherche clinique. Donc j'ai mis le lien de la toute nouvelle brochure et bon, vous pouvez retrouver le Triplet Access et l'application Clinéo si vous êtes intéressé pour retrouver des essais thérapeutiques qui peuvent correspondre à votre situation. Donc c'est aussi très important. Là, on voit qu'il y a des personnes d'un peu de partout en France. Tous les centres ne font pas forcément de recherche clinique et à certains moments de sa maladie, on peut avoir envie de cette information. Et puis donc surtout les accompagnements plus juridiques, travail, là ça va être plutôt la spécialité donc de Juriste Santé, de Life is Rose en attendant Prisca, en attendant de
pour vous aider sur la partie plus, j'allais dire, s'en sortir par rapport aux ressources et faire le tour de ces questions. Et puis, alors, en fait, il y a une association, c'est notre petite dernière qui nous a rejoint, on les aime beaucoup. Alors, on peut pas en parler trop, parce qu'en fait, il faudrait qu'on leur donne énormément de moyens pour qu'elles puissent proposer encore plus de séjours. C'est l'association OSE, qui a été créée par des patientes concernées par des cancers du sein métastatique et qui se sont dit, mais nous, on n'a jamais de vacances. On n'a jamais de pause. Et donc, Aurélie et son association, son équipe proposent des séjours thérapeutiques pour les patientes touchées par des cancers du sein métastatique, donc en petits groupes. On fait une pause en Bretagne et puis on est accompagné donc de soutiens divers, mais aussi je crois qu'il y a un super chef. Enfin, on apprend plein de choses pour faire de la cuisine, on fait de la gym, on se promène, on partage bien sûr. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à suivre donc les réseaux aussi du collectif 1310, à poser vos questions. Et Dominique, que je remercie à cette occasion, qui est chargé de ces réseaux sociaux, pourra aussi vous aiguiller. Et sur mon réseau cancer du sein, on peut aussi donc échanger. On a un groupe dédié aux personnes qui vivent en situation métastatique avec deux femmes exceptionnelles, donc Olivia et Sylviane, qui animent maintenant le café mensuel et puis qui sont très actives dans ce groupe et pour ces personnes. Nathalie, si j'ai oublié quelque chose, please, rajoute. Et merci Florence d'avoir présenté donc l'intérêt de ces programmes. Donc, Juris Santé a vraiment tout un programme donc d'accompagnement, de coaching des patientes qui vivent avec un cancer du sein métastatique. Nous, on a d'excellents retours depuis plusieurs années. Donc, merci pour tout ce que vous faites les uns et les autres, parce qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent. Autour des patientes concernées, et je crois que ça leur fait un grand bien. Voilà, donc je vais regarder dans l'onglet questions ce qui nous reste comme question. Alors, comment s'inscrire au Café Méta? Il suffit d'aller sur mon réseau cancer du sein et du coup là, vous avez les dates et on s'inscrire en ligne, c'est sur Zoom. Est-ce qu'on peut recevoir le diaporama de Juris Santé? En fait, vous allez avoir un replay de cette webconférence. Et donc, du coup, il y aura les slides présentés. Et puis, si vous souhaitez donc plus d'informations, je pense qu'il faut contacter donc directement Juris Santé et Florence Cologne pour aller plus loin. Voilà. Quel livre lire? Eh bien, écoutez, là, je ne sais pas très bien vous dire, mais j'imagine qu'en échangeant sur nos différentes sites d'associations ou autres, on va vous en proposer plusieurs. Et alors voilà, en fait, je pense que de réfléchir dans ces ateliers, c'est aussi parfois moi, je garderai en mots, même en lien avec la conférence de ce matin qui était autour du cancer du sein métastatique et du travail, dans les mots-clés qui peuvent ressortir de ce matin. C'était que finalement, les patientes ont tendance à se dévaloriser face à leur travail, alors il y a plutôt, j'allais dire, un regard extrêmement, globalement positif à leur égard. Et donc, l'idée aussi d'être accompagné dans cette maladie métastatique, c'est d'être soutenu pour reprendre confiance en soi, adapter des choses. On ne peut pas forcément garder tout de la même façon, mais retrouver le plaisir d'interagir, de faire des choses dans sa vie, socialement, familialement, mais aussi professionnellement si on le souhaite. Donc, n'hésitez pas à utiliser les ressources des associations et bien sûr les professionnels du soin pour retrouver, être soutenu, pour retrouver l'énergie qui est la vôtre, pour vous sentir bien. Voilà. Donc, merci beaucoup et bon après-midi. Merci à toi, Laure. Bravo à vous toutes. Merci pour tout ça.